À la une de ce journal, le prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix a été officiellement remis hier au président français François Hollande. Hier également, mercredi 5 juin, la journée mondiale de l'environnement a été célébrée. C'est à l'université Félix Houphouët-Boigny que s'est tenue la cérémonie officielle. Et puis, la première vague du renfort du contingent congolais est arrivée à Bangui, la capitale centrafricaine. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce quart d'heure d'information. Le prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, attribué et remis officiellement à François Hollande. Le président français, c'était hier au siège de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Le président de la République, Alassane Ouattara, a assisté à la cérémonie. Les détails avec Franck Quadio. Le prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix de l'UNESCO édition 2013 attribué à François Hollande, chef de l'État français pour sa haute contribution à la paix et à la stabilité en Afrique, selon le secrétariat exécutif du prix. En clair, l'intervention de la France début janvier 2013 au Mali aura marqué les esprits. Pour le parrain du prix, le Sénégalais Abdou Diouf, président de l'Organisation internationale de la francophonie, le lauréat a fait preuve d'un courage politique qui devrait inspirer tous les acteurs de la paix dans le monde. Invité privilégié à cette cérémonie, l'ex-président ivoirien Henri Konan Bédié, le président malien Dioncounda Traoré, mais aussi Alassane Ouattara, président de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, tous ont félicité François Hollande pour son engagement. Le prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix a été créé en 1989 par une résolution parrainée par 120 pays et adoptée lors de la 25e session de la conférence générale de l'UNESCO. Il consiste à encourager les initiatives en faveur d'un monde plus solidaire. François Hollande qui durcit le ton contre le MNLA, le Mouvement national de libération de l'Azawad. Il martèle en effet que les élections se tiendront à la date prévue dans tout le Mali, dans toutes les villes, donc à Kidal. Kidal où les affrontements ont eu lieu hier et Anéfis est désormais sous contrôle de l'armée malienne. En Côte d'Ivoire, place à l'apaisement. Destruction donc d'obus hier mercredi. L'ancien site du 3e bataillon sur la route d'Anyama a été choisi pour l'opération. Objectif, assurer la sécurité des populations et des ex-combattants. Aimé Quadio y était pour RTI 2. Un trou béant, du sable éparpillé. C'est le résultat d'une explosion de 20 obus, ici sur le site de l'ex-3e bataillon sur la route d'Anyama. Il s'agit en réalité d'une opération de destruction d'obus défectueux et donc très dangereux pour les militaires et même la population. Une opération menée conjointement par l'autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration ADDR avec des spécialistes en armement. Nous sommes venus là pour détruire les 20 obus de 60 mm fumigènes. Disons, il n'y a pas de matière active à l'intérieur. On a mis les 20 obus ensemble et on a accompagné ça avec l'explosif et aussi du cordon détonnant. Les obus détruits ont été récupérés auprès des ex-combattants dans le cadre du désarmement, de la démobilisation et de la réintégration des ex-combattants. Nous avons estimé qu'il était bon de procéder immédiatement à la destruction de ces obus de la mort. Nous avons voulu assurer la sécurité des populations, des ex-combattants eux-mêmes en procédant à la destruction de ces obus-là. L'autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration ADDR compte multiplier ce genre d'opérations de destruction d'armes et de munitions défectueuses. Penser, manger et préserver. C'est le thème de la Journée mondiale de l'environnement 2013. Hier, 5 juin, la célébration officielle s'est tenue à l'université Félix Houphouët-Boigny où un appel a été lancé en faveur de la lutte contre le gaspillage alimentaire depuis la chaîne de production jusqu'à l'assiette du consommateur. Un reportage de Juliette Ouéa. Ce sont des populations pas du tout ou très peu informées de l'existence de la Journée mondiale de l'environnement que nous rencontrons ce 5 juin dans le district d'Abidjan. Manque de sensibilisation de la part des autorités ou désintérêt total chez les habitants eux-mêmes, la question reste posée. Je ne sais pas grand-chose de la Journée mondiale de l'environnement. C'est qu'il n'y a pas d'information, il n'y a pas de sensibilisation au niveau. On ne voit pas les acteurs à l'œuvre. Je ne sais pas vraiment ce que c'est. Mon idée, c'est que cette journée, si on devait faire cette journée, ça va consister à sensibiliser ou à parler plus de l'environnement.
C'est une journée qui attire l'attention sur les autorités pour pouvoir rendre l'environnement propre et sain. Une indifférence qui toutefois ne perturbe en rien la célébration 2013 de la Journée mondiale de l'environnement à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Pour booster la sensibilisation, des invités œuvrant pour la promotion et la préservation de l'environnement. Miss Monde et Miss Afrique du Sud Environnement 2012. Autour du thème « Penser, manger et préserver », les participants ont exposé sur la lutte contre le gaspillage de la production alimentaire. Il s'agit, à travers ce thème « Penser, manger, préserver », de réduire notre empreinte écologique concernant les pertes alimentaires. Un planting d'arbres à l'espace Cabritique et un panel sur les technologies de conservation et de transformation des produits agricoles ont démontré l'importance de l'environnement. Les activités de l'AIBF, à présent, comme chaque année, l'Association ivoirienne pour le bien-être familial a réalisé un audit des comptes au terme de l'exercice de l'année 2012. Reportage. La bonne gouvernance, un des principes majeurs de l'AIBF, l'Association ivoirienne pour le bien-être familial. Pour ce faire, un audit des comptes est réalisé chaque fin d'exercice budgétaire dans le souci d'informer l'ensemble de ses partenaires. L'association vient de présenter ses résultats annuels au titre de l'année 2012, où elle a offert à travers l'ensemble de ses cliniques et de ses centres partenaires plus de 400 000 services dans 12 domaines programmatiques de la santé sexuelle et de la reproduction. Contribuer donc à la réduction de la pauvreté par la promotion de la santé en matière de sexualité et de reproduction, voilà le but de l'AIBF. Cela à travers donc plusieurs actions, notamment la riposte contre les IST-VIH-Sida et l'extension de services de qualité sur toute l'étendue du territoire. L'Association ivoirienne pour le bien-être familial, créée depuis 1979, est la première organisation non gouvernementale de Côte d'Ivoire qui traite de la question de santé et des droits en santé sexuelle et de reproduction. Le diamant ivoirien est désormais doté d'un système de traçabilité. Le ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie et le secrétariat permanent du processus de Kimberley ont procédé à son lancement. Ce système permettra d'identifier exploitants, ouvriers et collecteurs et surtout authentifier les reçus de vente et d'achat. Les explications de Thomas Guessambi. La levée de l'embargo onusien sur le diamant ivoirien, un vœu cher aux autorités ivoiriennes que le secrétariat permanent créé à cet effet s'efforce de réaliser. Dans la dynamique, une réunion des membres de l'Association des pays africains producteurs de diamants, APDA, vient de se tenir à Séguéla, une des zones diamantifères de Côte d'Ivoire. Il s'est agi de lancer le système de traçabilité des diamants, une démarche qui exige l'identification, l'autorisation, l'enregistrement des reçus de vente et d'achat. À l'occasion, Thès Fatimata, secrétaire permanent pour la certification du diamant ivoirien, en présence des délégués de l'APDA, a exhorté les acteurs impliqués dans l'exploitation du diamant à se mettre au travail pour la levée de l'embargo. Cyril Kwasi-Blaise, secrétaire général de la préfecture de Séguéla, lui a demandé aux représentants des différents pays de soutenir les efforts de la Côte d'Ivoire. Calvin Chidavou, d'Afrique du Sud, assurant la présidence du processus de Kimberley, s'est félicité des actions menées par les autorités ivoiriennes. Il a d'ailleurs promis faire un plaidoyer à la rencontre prochaine organisée par les États-Unis et l'Union européenne. La date des inscriptions pour le Hajj 2013 prorogée pour le bonheur des retardataires. C'est ce qu'a annoncé Bamba Messamba, directeur général par intérim des cultes. Il était hier face à la presse. Le compte-rendu de Grace Kando. Depuis le 31 mai, les inscriptions au Hajj 2013 ont pris fin. Sur 7000 pèlerins attendus, 6000 ont été préenregistrés. Les consultations médicales et le paiement des droits d'inscription viennent d'être prorogés. L'information est du directeur général par intérim des cultes, Bamba Messamba. Certains avaient terminé les consultations, avaient obtenu leur certificat d'aptitude au Hajj et n'ont pas pu effectuer le paiement. D'autres avaient commencé le processus de consultation et ont pratiquement terminé maintenant. Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, a bien voulu nous autoriser à rouvrir les inscriptions à partir de demain jeudi dans tous les postes d'inscription
et tous les centres de consultation pré-pèlerinage sur toute l'étendue du territoire. Pour l'édition 2013, le commissaire de ce 5e pilier de l'islam, Dr Cissé Lousseni, annonce des innovations. Nous allons rapprocher l'encadreur davantage du pèlerin dans un cadre de synergie, c'est-à-dire les autres encadreurs des autres secteurs accompagneront le responsable de groupe dans chaque vol. C'est-à-dire quand il va avoir un vol de 450 places, il aura au moins 15 à 20 encadreurs. Le coût du Hajj cette année est fixé à 2 millions de francs CFA. Le premier vol départ aura lieu le 16 septembre prochain avec le pré-regroupement des pèlerins à la grande mosquée de la Riviera Golf. Unité de police constituée, l'UPC. C'est le nom de la compagnie dont fait partie les 150 premiers Congolais déployés à Bangui pour participer à l'opération de maintien de la paix. Entre autres, sécuriser la ville, aider les policiers locaux et sécuriser les élections prévues dans 3 ans. Reportage. La distribution de pactage terminée. Les 150 policiers et gendarmes congolais affichent une grande sérénité, quelques minutes avant leur départ pour la République centrafricaine. Nous, on va pour le maintien de l'ordre. Voilà, donc nous, on sait que nous, les Centrafricains, c'est nos parents. Encore un par un. Les 150 hommes ont eu 2 semaines de formation à Brazzaville. Ils forment une compagnie baptisée Unité de police constituée. L'UPC part pour 20 mois en République centrafricaine. Sa mission comporte 4 volets. Nous partons, dans un premier temps, pour sécuriser la ville de Bangui. 2, pour essayer d'aider la police et la gendarmerie centrafricaine. 3, de sécuriser tous les convois humanitaires. Et enfin, la 4e mission, c'est de sécuriser les élections en République centrafricaine. C'est un engagement pris par les présidents de la sous-région, de la CEAC. Nous avons une très très grande responsabilité. L'unité de police constituée s'ajoute aux 150 soldats congolais présents depuis plusieurs mois déjà à Bangui. Elle va renforcer les troupes de la force multinationale de l'Afrique centrale. Des troupes chargées de la stabilisation de la République centrafricaine. Depuis l'arrivée de la rébellion Séléka au pouvoir, le pays est confronté à une grande insécurité. Dimanche, des hommes armés ont tué 7 personnes à Burka. Au Burundi, 3 ans de prison ferme pour rébellion et coups et blessures volontaires pour 23 jeunes. Ils s'étaient opposés à l'expulsion d'une famille Tutsi d'une maison devant être rendue aux héritiers Hutus. Ces derniers auraient été spoliés durant le massacre de 1979. Au Burundi, les 23 jeunes qui s'étaient opposés par la force à l'expulsion d'une famille Tutsi ont été condamnés pour rébellion, coups et blessures et outrage à l'autorité publique, à des peines allant de 2 à 3 ans de prison ferme. Les jeunes avaient été arrêtés à Bujumbura après des affrontements avec les forces de l'ordre. Ils refusaient l'application d'une mesure. Elle consiste à restituer à des ayants droit d'un Hutu tué lors des massacres de 1972 une maison habitée légalement par une famille Tutsi. En Chine, après l'incendie meurtrier dans un abattoir de volailles qui a fait 120 morts, le président chinois a demandé aux autorités d'identifier les responsables de la catastrophe. Les familles des victimes dénoncent des normes de sécurité non respectées. Reportage. La colère monte dans la province du Jilin en Chine, où 120 personnes ont officiellement péri lundi dans l'incendie d'un abattoir de volailles. Les familles des victimes dénoncent un bilan sous-estimé et des normes de sécurité non respectées. Il y avait une seule issue de secours pour les 300 personnes alors au travail. Un haut responsable de l'usine a été arrêté. C'est le pire incendie enregistré en Chine depuis au moins 12 ans. Et puis en Europe centrale, plusieurs villes sous la menace des inondations. L'Allemagne et la République tchèque n'en seront pas épargnées. Il s'agit d'inondations d'une ampleur historique. C'est depuis le 1er juin dernier que les premières inondations ont débuté et elles ont déjà causé la mort de 16 personnes et plusieurs dizaines de blessés. Plusieurs villes d'Europe centrale toujours sous la menace des inondations historiques qui ont déjà fait au moins 11 morts. En Allemagne, en République tchèque et en Autriche, les habitants des zones à risque se relaient nuit et jour pour remplir des sacs de sable et renforcer les digues. Des milliers de personnes ont dû être évacuées, les dégâts matériels sont très importants. Alors qu'à Prague, la décrue du fleuve est enfin amorcée, le Danube était au plus haut mercredi à Vienne. Merci de nous avoir suivis. C'est la fin de ce journal. Vous pouvez le revoir sur www.rti.ci.